Écoute, je veux d'abord souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Merci de vous être connectés sur le printemps du numérique en centre-ville, que Centre-ville en mouvement organise. Avec donc peut-être on va d'abord accueillir nos ministres, donc Jacqueline Gourault et Alain Griset. Alors je ne sais pas, Jacqueline est en visio ou? Jacqueline, normalement, on la lance maintenant. Elle a enregistré quelque chose il y a une demi-heure. Elle a enregistré. Parce qu'elle était au Sénat. Voilà, mais il y a une demi-heure. Et Alain est là? Et Alain, je suis là, bonjour. Le ministre est là. Ah, oui. Bonjour Alain, je ne vous vois pas sur ma frise là, mais voilà. Tu le vois? Ok. Est-ce que vous pouvez envoyer la vidéo Monsieur le ministre, cher Alain Griset, Monsieur le Président, cher Philippe Laurent, Monsieur le Directeur fondateur, cher Pierre Creuset, cher Jean Viard, Mesdames et Messieurs, c'est avec grand plaisir que je suis parmi vous ce matin pour lancer ce printemps du numérique. C'est un joli mot que celui du printemps. Et je vais vous faire une confidence même. J'adore la chanson de Léo Ferré, C'est le printemps. Dans l'histoire, il a toujours été synonyme de renouveau, voire de renaissance. Il me semble donc aujourd'hui particulièrement approprié. D'abord parce que, après plus d'1 an de crise sanitaire, nous voyons collectivement le bout du tunnel et ses promesses de retour à une vie plus normale pour tous. Mais aussi parce que, fort d'un certain nombre d'enseignements de cette crise, nous sommes collectivement réunis aujourd'hui pour, tout simplement, faire éclore un nouveau modèle de commerce de centre-ville. Ces derniers mois ont été difficiles pour beaucoup d'entre eux. Comme souvent, cette situation de crise a accéléré, pour certains dans la douleur, des évolutions qui étaient déjà en germe. Dans ce cadre, le numérique a évidemment joué un rôle majeur. À la fois comme allié, combien d'innovations sont déjà entrées dans les usages et les modes de vie, à commencer par le click and collect, mais aussi comme défi, et notamment celui-ci, comment lier harmonieusement les potentiels du numérique avec les attentes en termes de vitalité sociale, c'est-à-dire de contact et d'échange qui font le sel de nos cœurs de ville. C'est pour cela que, depuis le début de la crise, le gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs d'envergure. D'abord, pour accompagner les commerçants en difficulté, à travers la mise en place des différents mécanismes de garantie qui ont été extrêmement utiles. Mais également dans le cadre du plan de relance pour accompagner les mutations indispensables des commerces de proximité à travers la mise en place de dispositifs innovants, financement de solutions de numérisation, création de foncières commerciales pour accompagner la restructuration de commerces de centre-ville, financement poste de manager de centre-ville et de diagnostic flash. Je veux donc saluer chaleureusement l'initiative lancée aujourd'hui par l'association Centre-ville en mouvement, qui va nous permettre d'aller plus loin dans les réflexions et dans les actions à déployer sur le terrain. Depuis 2017 déjà, nous travaillons ensemble, en proximité et en intelligence, pour réfléchir de manière globale sur l'évolution des centres-villes et évidemment de leur commerce à travers les programmes Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain. Aujourd'hui, à travers cet événement, je sais pouvoir compter une nouvelle fois sur vous, sur votre réseau, sur votre intelligence collective pour saisir les évolutions des modes de vie qui traversent notre pays et ont des impacts majeurs sur les commerces de centre-ville. Je pense notamment à l'intégration des multiples transitions, à commencer par la transition démographique, avec le vieillissement de la population, et la transition écologique, avec notamment la demande de circuits courts ou encore la transition numérique et productive qui favorise le
recours au télétravail et le développement des tiers-lieux, par exemple. Ces évolutions, nous devons les impulser, mais aussi les promouvoir, en partageant les solutions originales et les bonnes pratiques. Pour réussir ce défi, vous avez associé l'ensemble des parties prenantes à ce travail de réflexion, à travers les temps d'échange d'aujourd'hui, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout avec le mois d'audition que vous allez mener auprès de l'ensemble des acteurs concernés, au premier chef, à commencer par les maires, les fédérations de commerçants et évidemment les consommateurs. Je sais pouvoir compter sur vous pour passer au crible l'ensemble des dimensions de ce changement de modèle. Par exemple, comment, pour les commerces, intégrer le numérique dans la construction d'une stratégie territoriale plus large, capable de mobiliser plusieurs partenaires, publics comme privés. Comment tirer au mieux parti des moyens déployés dans le cadre du plan de relance, mais aussi, et c'est évidemment une dimension qui me tient tout particulièrement à cœur, comment adapter au mieux ces solutions aux spécificités et aux besoins de chaque territoire. Alors maintenant, si j'ose dire, au travail, faisons en sorte collectivement de faire du numérique un levier pour inventer les commerces de centre-ville de demain. Et je peux vous dire que j'attends d'ores et déjà avec impatience les conclusions du livre blanc que vous me remettrez à l'issue de vos travaux, qui ouvrira, j'en suis sûre, de nouvelles et passionnantes perspectives de travail en commun. Je vous remercie. Entendre donc la ministre de la Cohésion des territoires et ce qu'elle vient de nous dire nous encourage et nous engage naturellement à travailler. C'est ce que nous allons faire, comme on a su le faire depuis maintenant presque 20 ans, enfin pas tout à fait 15 ans à Centre-Ville en mouvement. Et je dois dire qu'en entendant et en écoutant Jacqueline Gouraud, et j'en suis certain en écoutant dans un instant Alain Griset, je dois vous dire que pour avoir connu un certain nombre de gouvernements et donc de ministres en charge, ou pas d'ailleurs, de cette question, hein, parce que parfois il y a des gouvernements où il n'y avait pas vraiment un interlocuteur très désigné. Je dois vous dire que nous avons, avec ce gouvernement et le gouvernement actuel, donc une prise de conscience qui a été très forte, hein, et qu'il faut évidemment poursuivre. La crise a probablement aussi joué un rôle donc la redécouverte de cet enjeu qui était donc à la fois le centre-ville, le commerce de centre-ville, et c'est tant mieux. Et je m'en réjouis vraiment au nom de l'association. Et si vous me permettez, je laisse la parole à Alain Griset, donc pour poursuivre peut-être ce que vient de nous dire Jacqueline Gouraud. Donc, Monsieur le Ministre, je vous laisse la parole. Bien, Monsieur le Président, cher Philippe, Monsieur le Directeur, cher Pierre, Mesdames, Messieurs les élus, les directeurs, les présidents, Mesdames, Messieurs. Tout d'abord dire, moi je suis très heureux d'être, même si c'est virtuellement parmi vous aujourd'hui. Le Président le sait, il y a de nombreuses années qu'on échange sur ces sujets. Et aujourd'hui, je ne peux vraiment vous féliciter sur cette initiative que vous lancez sur le printemps du numérique. Vous savez, la transformation numérique pour les petites et moyennes entreprises est un enjeu extrêmement important pour la compétitivité de ces entreprises et globalement de notre économie. Les contraintes qui ont été imposées par cette crise sanitaire ont montré à quel point la numérisation de ces entreprises était, dans un premier temps, totalement inégale et allait encore sur les territoires, et qu'il fallait produire un effort collectif de mise à niveau pour que la numérisation ne reste pas l'apanage uniquement de quelques secteurs d'activité ou de quelques grandes entreprises, mais pour qu'elle forme un mouvement d'ensemble susceptible de provoquer un saut qualitatif de toute l'économie française. Tout d'abord, l'évolution des comportements de consommation est une tendance de fond. Le confinement a mis en lumière la nécessité pour les commerçants d'être présents en ligne, car c'est là où ils sont désormais plus visibles, qu'ils peuvent communiquer au mieux et qu'ils ont l'opportunité de développer leur offre et gagner des parts de marché, quel que soit leur secteur d'activité.
et on l'a réellement mesuré pendant cette année de crise sanitaire. On oppose trop souvent présence numérique avec la présence physique. La volonté du gouvernement est bien de les réconcilier. La vente en ligne doit être pensée en complémentarité avec la présence physique, en particulier dans les centres-villes, comme un moyen pour permettre aux chefs d'entreprise d'accroître son chiffre d'affaires et de gagner du temps, être un relais de croissance. Ce numérique est vraiment incontournable. Mais si vous le voulez bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je crois vous pouvez profiter de votre initiative pour peut-être aller plus loin dans les réflexions concernant le numérique et à pousser les feux dans un certain nombre de directions sur lesquelles le gouvernement aussi souhaite qu'on puisse ensemble avancer et être créatifs. Pour les commerçants, certes, la numérisation, c'est la possibilité de gagner des parts de marché, mais c'est aussi des outils pour améliorer la rentabilité, pour avoir quelquefois un meilleur ciblage de l'offre, pour une meilleure gestion des stocks. On a, avec Bruno Le Maire, pris une mesure il y a quelques jours sur les stocks, mais il y a sûrement un vrai sujet de la gestion des stocks pour regarder toutes les questions de gestion plus fine des marges. Et donc, la numérisation, la digitalisation, le numérique, ça va bien au-delà que de gagner des parts de marché. Les élus locaux ont un rôle totalement essentiel sur la façon dont les choses peuvent évoluer. Et les élus locaux peuvent aussi peut-être regarder comment les numérisations avec lesquelles on obtient une source de données extrêmement importante peut être mobilisée au service justement des commerçants pour regarder comment on peut au mieux gérer les flux dans l'espace public, améliorer les expériences clients dans les cœurs de ville. Et puis globalement, l'exploitation de tout ce qu'on peut tirer du numérique, la trace numérique du visiteur d'une ville, peut naturellement affiner les stratégies d'implantation des services et des activités commerciales. Et là, je pense qu'on a encore collectivement pas mal de travail pour utiliser toutes les ressources du numérique. L'idée, c'est pas simplement d'aligner des moyens, mais il s'agit aussi de réfléchir et de penser directement comment l'acte marchand pour les habitants des villes, dans un avenir qui va, après la crise, je l'espère, s'ouvrira davantage au commerce. C'est quelque chose sur lequel on peut ensemble innover, peut-être même surprendre, et vous pouvez compter sur notre action pour vous accompagner dans ces sujets. L'action des pouvoirs publics, l'État, les collectivités, est absolument primordiale, parce qu'il faut que l'action soit collective, et le gouvernement sera à votre disposition sur ce sujet pour accompagner les entreprises dans leur transformation avec des moyens financiers, en proposant des solutions et en mettant en relation les acteurs. Vous le savez, la numérisation des TPE est un axe du plan de relance. Nous y avons mis 120 millions de façon à marquer la volonté du gouvernement dans cette stratégie. Il y a des aides directes, complémentaires à celles qui sont aussi en place dans les régions, dans les collectivités. C'est mis en place pour proposer des financements, mais également des diagnostics, des formations, pour permettre aux chefs d'entreprise d'appréhender un sujet qui, pour une partie d'entre eux, était encore il y a quelques mois quelque chose qu'ils n'envisageaient pas d'appréhender. Et donc, si vous le permettez, vous dire que nous comptons sur vous et nous sommes à votre écoute pour voir de quelle manière on peut, tous ensemble, au plus près, travailler pour la transformation de ces secteurs. Moi, je considère que l'approche par les collectivités locales est totalement essentielle et on travaille vraiment d'un commun accord parfait avec Jacqueline sur le sujet. Et on voit bien qu'il y a, au-delà de ça, Jacqueline l'a dit, une évolution du comportement du consommateur et une attente des consommateurs pour une proximité de l'achat, du service et du conseil. Et donc, nous avons décidé, dans le cadre du plan de relance,
d'étendre à toutes les communes et aux EPCI les aides visant à encourager le développement des solutions numériques collectives comme les plateformes de commerce local et la possibilité d'embaucher un manager du centre-ville qui peut être aussi un manager du numérique pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est 290 managers de centre-ville et 400 solutions numériques qui ont été financées ou sont en cours de financement. Voilà, ça démontre notre volonté commune. Depuis quelques semaines, là, je me suis déplacé dans quelques villes où il y avait des solutions qui étaient vraiment très intéressantes et je crois qu'on peut encore aller plus loin. Voilà, je suis persuadé que vos travaux vont également générer des propositions. Jacqueline l'a dit tout à l'heure, vous avez à la suite de vos travaux un livre blanc qui va être mis en place. Et ben, comme Jacqueline, je serai heureux de pouvoir bénéficier de vos propositions, de vos recommandations et essayer ensemble qu'on puisse encore progresser dans un domaine qui est totalement essentiel pour notre pays, l'activité et les territoires. Merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci. Je veux témoigner, s'il en était besoin, de l'extrême connaissance et de l'ancienneté des convictions que vient d'exprimer Alain Griset, puisqu'il était en effet en 2006 à Sceaux pour les premières assises du centre-ville, qu'organisait Centre-ville en mouvement. Donc, nous nous connaissons depuis longtemps et c'est une permanence dans les actions que nous menons ensemble. Et véritablement, je crois que à la suite de son propos, nous voyons bien qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, un engagement fort du gouvernement là-dessus. Je crois qu'il y a un engagement aussi de l'ensemble des acteurs. Je crois que nous avons beaucoup progressé dans la prise de conscience par l'ensemble des élus locaux du fait que le commerce en centre-ville, c'était pas simplement une affaire économique, c'était aussi une affaire de lien social, c'était finalement quelque chose qui relève de l'intérêt général et qu'il était absolument naturel et important que les collectivités locales, que les élus locaux s'y investissent en accompagnant donc les acteurs économiques, les commerçants, les artisans dans leur évolution. Et je remercie aussi Alain Griset d'avoir bien dit que le numérique ne pouvait pas en aucun cas être la seule solution, le seul avenir pour le commerce centre-ville. Si on fait que ça, il n'y a plus de commerce. Le commerce, c'est aussi le commerce physique, c'est la présence, c'est la discussion, c'est la rencontre, c'est le fait que, eh bien, on se promène dans les rues et puis qu'on va chez les commerçants, etc. C'est ça le modèle de nos villes européennes et c'est ce qu'il faut préserver parce que nous sommes convaincus que, et ils le disent les Français, que c'est ce que veulent aussi nos concitoyens. Donc on est là vraiment dans une action, un ensemble d'actions qui est extrêmement cohérente. Je n'en dis pas davantage parce que déjà beaucoup de choses ont été dites par nos ministres et je voudrais maintenant que nous passions donc à un certain nombre, j'allais dire, de témoignages ou d'engagements. Nous avons donc 8 personnalités qui vont maintenant s'exprimer et je veux souligner la présence parmi nous de Jean Viard que tout le monde connaît et qui connaît ça aussi d'ailleurs, puisqu'il est venu faire une conférence il y a quelques années à Sceaux, et j'espère qu'il s'en souvient d'ailleurs, mais j'en suis sûr. Et donc nous avons donc plusieurs témoignages. Ensuite, nous pourrons peut-être échanger si il nous reste un peu de temps. Mais je voudrais donc donner la parole en premier lieu à Francis Palombi, qui est président de la Confédération des commerçants de France. Donc nous avons déjà échangé souvent avec Francis Palombi. On l'a vu aussi se battre dans l'actualité pour un certain nombre de causes, de choses, notamment lors de la fermeture des commerces dits non essentiels et puis devant ces attitudes un peu bureaucratiques, il faut bien le dire, sur lesquelles donc nous avons longuement discuté. Bon, nous sommes arrivés dans une situation encore aujourd'hui qui n'est évidemment pas une situation satisfaisante que nous comprenons naturellement, mais dont nous espérons que nous sortirons le plus vite possible. Donc, si vous le voulez bien, je vais peut-être donner la parole à Francis Palombi. Je sais qu'il est là, je l'ai vu tout à l'heure, mais il est là.
Monsieur le Président va parler, je pense que Francis va parler. Juste, on peut couper juste les micros lorsqu'on ne parle pas. Comme ça permet à tout le monde de bien écouter. Merci encore à vous tous d'intervenir. Voilà, donc Francis, allez-y. Bonjour, je vais essayer d'être court et surtout concis. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les ministres, chers collègues. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui et je suis rempli d'un jugement de satisfaction. Des choses se passent actuellement et notamment après, après le Covid. Ça ne sera plus comme avant et je pense que ce sera le cas. D'abord, je fais un constat. Notre gouvernement s'est doté d'un ministère de la cohésion des territoires, avec lequel j'ai la chance de travailler depuis le départ, mais pas que. Avec un ministère des TPE-PME, nous avons un ministre du Commerce avec Alain Griset, et on s'en félicite fortement, mais également un ministère de l'économie sociale et solidaire. C'est très important, parce qu'on s'achemine vraiment vers cette forme d'économie. Et en ce qui nous concerne, la Confédération des commerçants de France, nous portons essentiellement des entreprises, tout secteur d'activité, essentiellement de moins de 11 salariés, 1 million de moins de 11 entreprises, de moins de 11 salariés et de 1 million de salariés employés. Donc nous sommes au cœur de cette action de l'économie dans sa globalité, du commerce, de l'artisanat commercial. Alors, je dirais une chose, nous portons un nouveau modèle de cogestion, de nouvelle gouvernance des centres-villes avec les sociétés coopératives d'intérêt collectif de centre-ville. J'ai eu l'occasion d'en parler avec vous, Philippe, vous le savez, et on en reparlera certainement. Nous avons parlé de cela avec nos ministres, Madame Gouraud, bien sûr, la ministre, Monsieur Alain Griset et Madame Olivia Grégoire. Et au sein de cette expérience, la première coopérative de France se situe en Lozère, à Langogne, dans ma petite ville d'adoption, et elle est liée à une plateforme numérique. Et je voudrais le dire également, mais on va le développer, on va équiper tous les commerçants de toutes les fédérations de la Confédération des commerçants de France avec une application qui s'appelle SimpleMap. Et SimpleMap a la vocation de mettre dans la boucle du numérique, mais sous une forme également coopérative. Donc, cela est très important. Donc, nous croyons vraiment que le numérique est au cœur de l'évolution de nos commerçants. Et je remercie M. Alain Griset, notre ministre des PME, d'avoir libéralisé encore un peu plus l'attribution d'un chèque numérique. Ce chèque numérique, eh bien, il va permettre à des entreprises, même très petites, de rentrer dans la boucle du numérique. Également, il y a mon amie Monique Rubin, également les non-sédentaires vont bien sûr rentrer dans cette boucle et nous y travaillons avec Monique également. Donc, le numérique est au cœur, mais le numérique pour nous, les commerçants indépendants, les artisans commerçants, les marchés, ce n'est pas notre activité essentielle. Nous ne sommes pas des purs players, nous sommes des commerçants sur pied. Nous appartenons à ce que nous appelons le commerce physique. Et je le dis au passage, je referme très vite la parenthèse, un article 52 dans la loi climat est en discussion, certainement dans la soirée. J'espère qu'une forme d'équité, de justice, de traitement d'égalité sera mise en place dans notre pays pour que justement toutes et tous nous puissions nous épanouir et notamment les petites entreprises, le commerce puisse s'épanouir au sein du numérique. Nous espérons que l'équité d'implantation, l'équité de traitement fiscal gagnera également les pure players, le grand commerce numérique au travers du vote de cet article 52. Mais c'était juste une parenthèse que je faisais. Donc, j'en ai terminé en vous disant que je suis très honoré d'être là aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur le Président, Pierre, de m'avoir invité. Nous portons beaucoup d'espoir et le printemps, c'est l'espérance, comme l'a dit très bien Madame la Ministre Gouraud, c'est une belle saison, c'est la saison qui voit pousser beaucoup de choses. Eh bien,
une nouvelle forme de nouvelles formes de commerce vont s'intégrer et on va vers de la réussite, on va vers du développement, on va vers de l'épanouissement, même si nous devons encore traverser une période un peu difficile. Il faut être solidaire, se serrer les coudes, être avec et derrière notre gouvernement, nos gouvernants, nos ministres et nos maires et nos régions et nos départements. Et je sais que les maires, comme l'a dit M. Alain Griset, notre ministre, eh bien c'est prépondérant. Mais avec les maires, Monsieur le Président, les communautés territoriales et bien sûr les régions font un gros effort. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté quelques instants et de m'avoir invité à cette excellente et belle réunion de travail. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Alors, c'est Vincent Rava qui intervient maintenant, qui est le directeur général de Mercialiste. Merci Pierre, bonjour à toutes et à tous. Merci à Centre-Ville en Mouvement pour l'initiative de cet échange et de m'avoir invité à y contribuer. Alors rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas Mercialis, nous sommes une foncière principalement implantée en province, dans des villes moyennes. On est aussi présent dans les dom-toms, avec une majorité de commerçants franchisés et indépendants, des gens qui font partie de la fédération de M. Palombi, qui sont bien évidemment très affectés actuellement, et le mot est fait par la situation que l'on connaît de fermeture à répétition et de fermeture en cours. Pour revenir à la thématique du jour, la thématique de la digitalisation des commerces, il paraît clair, et je rejoins le propos de nos ministres à ce sujet, que la numérisation des commerces est désormais incontournable, voire vitale. Le traditionnel no parking, no business, comme on pouvait dire, est devenu aujourd'hui no digital, no business. Cette transition, en fait, elle n'est pas récente, hein, elle s'annonce depuis plusieurs années, et on peut se dire collectivement qu'on s'y est tous mis un peu trop tard, et à commencer vraisemblablement par les commerçants eux-mêmes, et notamment les indépendants. Alors, la numérisation, c'est un outil, mais un outil qui n'a de sens en soi qu'intégrer une stratégie d'ensemble à une nouvelle manière d'appréhender l'activité qui doit se concevoir comme si, en plus de la boutique en physique, en dur, on devait en gérer une seconde qui était en fait une seconde boutique en ligne avec sa propre visibilité spécifique, sa propre signalétique, son référencement produit adéquat, ses animations commerciales. En parabole, je voudrais dire qu'on ne devient pas, et en illustration, je voudrais dire qu'on ne devient pas maçon en se dotant juste d'une truelle. Et donc, la pure numérisation d'un commerce n'est pas suffisante. Il y a tout l'écosystème qu'il faut créer autour et toutes les manières de faire, d'appréhender la digitalisation qui sont nécessaires. Et dans ce cadre et à ce titre, la numérisation peut être très vertueuse, même salutaire, comme on l'a dit, si elle sert effectivement, et je rejoins les propos du président Philippe Laurent, la cause du commerce physique, qui trouvera là un moyen puissant de valoriser et de diversifier son activité par ailleurs. Le gros bémol, c'est que la nécessaire stratégie de visibilité en ligne à adopter par les commerçants pour devenir référencés, pour devenir visibles sur les moteurs de recherche et des marketplaces, croise aujourd'hui les barrières de péage de ces acteurs-là qui, dans certains cas, sont devenus des monopoles de concentration et de passage obligé de la démarche digitale. Les outils, d'ailleurs, numériques déployés par les collectivités, me semble, trouvent là aussi une certaine limite, en particulier en termes de coût de référencement. C'est-à-dire qu'il y a le coût de l'installation des outils numériques initialement, et ensuite il y a le coût de fonctionnement, ce coût de référencement sur les marketplaces et chez les grands moteurs de recherche. Et vous savez qu'ils sont peu nombreux et qu'ils concentrent effectivement toute l'activité. Et là, il y a un coût récurrent extrêmement important et une difficulté à obtenir cette visibilité. L'autre bémol,
c'est que ces mêmes acteurs tout-puissants, digitaux, pour la plupart apatrides fiscaux, opérant depuis des entrepôts transnationaux avec des modèles économiques de prise de part de marché en vente à perte, comme a pu le souligner le président Palombi, opèrent aussi directement auprès des consommateurs dans une dynamique de concurrence avec ce même commerce physique qui est en tout point déloyal pour ces mêmes magasins. Magasins qui, eux, effectivement, sont soumis à de fortes contraintes fiscales, réglementaires, sociales, environnementales, avec des acteurs parallèlement dans des logiques hors sol qui transportent leurs produits sur de longues distances directement au client final sans passer par la case de tout ce qui vous est cher, c'est-à-dire la dynamisation physique des villes, la case emploi de ces mêmes villes et bien sûr la case animation sociale et sociétale des territoires. En conclusion, il me semble que la numérisation du commerce ne fait pas de doute, mais elle doit respecter quelques grands principes fondateurs qui ne sont pas tous rassemblés aujourd'hui, parmi lesquels celui de proposer une offre principalement locale, socialement et écologiquement responsable pour que les produits voyagent de pas trop loin, que cette offre génère de l'emploi localement. Et donc, pour cela, il faut aider à privilégier le click and collect, c'est-à-dire le retrait en magasin pour favoriser le flux et le lien entre le magasin et les clients et les salariés. Et enfin, il faut j'ai bientôt fini, une livraison et qui encourage aussi un modèle d'expédition depuis ces mêmes magasins. Comme l'a dit Francis Palombi, nos députés ont dans les débats actuels concernant la loi climat l'opportunité de rétablir cet équilibre vertueux souhaité. Souhaitons qu'ils la saisissent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Philippe, tu as un mot à dire ou on envoie notre ancienne présidente Bernadette Laclais? Oui. Merci à Vincent Ravat. Oui, et donc on a le plaisir d'avoir parmi nous Bernadette Laclais qui a été présidente de Centre-Ville en mouvement pendant un certain nombre d'années. Je crois que c'était, enfin bon, j'ai plus les dates exactes, mais c'est la suite de Denis Badré, notre premier président. Donc je suis très très heureux qu'elle soit à nouveau parmi nous et je veux souligner sa fidélité à notre association. Voilà, Bernadette. Oui, merci Philippe. Bonjour à tous et à toutes. Toujours ravie de vous retrouver pour parler de nos centres-villes, de notre commerce de centre-ville, de la dynamique des centres-villes. Je reste particulièrement attachée à cette réflexion, même si pour des raisons personnelles, aujourd'hui, je travaille plus sur les questions énergétiques que sur les questions commerciales. Mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur un sujet pour lequel j'ai beaucoup milité quand j'étais à Centre-Ville en mouvement, présidente et ensuite. Et je serais tentée de dire, comme l'a dit Jacqueline Gouraud, que de chemin parcouru en une année. Je m'en réjouis. Je crois qu'il en reste encore beaucoup à parcourir. C'est logique, c'est normal. Nous sommes sur un sujet complexe, sur un sujet difficile, ça a été dit, pour des raisons techniques, pour des questions culturelles. Mais aujourd'hui, je me réjouis que plusieurs interlocuteurs aient bien parlé de la complémentarité entre le commerce physique et le commerce digital. Il ne s'agit pas de les opposer. Il s'agit bien d'utiliser le digital comme un outil au service de notre commerce de centre-ville et de nos commerçants de centre-ville et de chercher comment cet outil peut être le plus utile à la dynamique du cœur de ville. Alors, je serais tentée de dire les collectivités, comme les commerçants, ne sont pas tous au même niveau de ce point de vue-là. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait de solution qui soit une solution que l'on pourrait plaquer en disant, ben voilà, c'est la bonne solution. Il y a des situations très diverses et on a vu fleurir, comme l'a très bien dit le ministre Alain Griset, beaucoup d'initiatives au cours de cette année dernière, beaucoup accompagnées d'ailleurs par les pouvoirs publics. Et ce que l'on peut sans doute retenir de ce foisonnement d'initiatives, c'est justement que les collectivités ont sans doute
beaucoup besoin d'être accompagnés. Parce qu'il existe beaucoup de solutions sur le marché, de différentes qualités, il faut bien le reconnaître, et que parfois il est bien difficile de savoir par quel bout commencer sur la numérisation et sur la digitalisation et sur les stratégies digitales pour les collectivités. Donc un besoin d'accompagnement, je pense que d'autres mieux qualifiés que moi y reviendront sûrement. Donc un besoin d'ingénierie, comme on dit souvent, pour pouvoir accompagner dans la définition d'une stratégie commerciale. Je ne suis pas la seule à avoir employé, d'une stratégie digitale, je ne suis pas la seule à avoir employé ce terme, et là aussi je m'en réjouis, parce qu'aujourd'hui c'est bien cela la question, c'est quelle stratégie mettons en place pour accompagner les collectivités et les commerçants. Je souligne parce que finalement, Centre-Ville en mouvement est toujours avec un temps d'avance peut-être par rapport à d'autres. Mais nous nous sommes retrouvés, pour ceux qui sont des fidèles, et j'en vois beaucoup des fidèles, il y a maintenant presque 24 mois, à Aix-en-Provence, pour parler des observatoires. Je pense que tout le monde s'en souvient. Et déjà à l'époque, nous avions noté à quel point les données étaient importantes pour nourrir les observatoires. Et ça a été évoqué tout à l'heure par un intervenant. C'est vrai que aussi cette stratégie de digitalisation permet une collecte de données non négligeable pour nourrir la réflexion de nos collectivités et ensuite pouvoir savoir ce qui se passe sur le territoire et mieux adapter la stratégie. Voilà, c'était les quelques points, moi, que je tenais à souligner dans le débat que nous avons aujourd'hui. Je n'embrasse pas tous les sujets parce que ce n'est pas possible. En 4 minutes, Pierre nous a donné vraiment une ligne très stricte. Donc, j'essaierai de la tenir. Il est évident que dans cet accompagnement des collectivités, moi j'ai été maire, donc je parle de cette question peut-être plus facilement, il y a également la stratégie d'accompagnement de nos commerçants, parce qu'on le sait bien, cela vient en plus de ce qu'ils ont déjà à faire. Et donc souvent, ce qui a été un frein quand on évoquait cette question, c'était justement la difficulté pour les commerçants de s'intégrer dans cette démarche. Et donc, il y a là, me semble-t-il aussi, une problématique à prendre en compte dans une approche transversale. Je tiens souvent à souligner cet élément-là. Et aussi une approche transversale qui intègre la question du commerce dans toutes les autres spécificités de nos cœurs de ville. Et donc, il ne s'agit pas de traiter que de la question du digital pour le commerce, mais bien de la relier à beaucoup d'autres thématiques, comme par exemple la thématique des mobilités ou encore la thématique du tourisme. Donc voilà, je dis à mes anciens collègues maires, parce que je ne suis plus élue, que je travaille sur ces questions depuis longtemps. J'en ai consacré aussi une petite partie de ma vie professionnelle à cette problématique. Je me réjouis vraiment s'il y a quelque chose de positif qui peut sortir de cette grave crise que nous avons traversée et qui est particulièrement difficile pour nos cœurs de ville. C'est justement cette possibilité d'un rebond, d'une prise en compte de ces thématiques du numérique et d'aider les acteurs à passer une étape décisive. Non pas parce que nous pourrions craindre une autre crise, encore que cela est possible, mais parce que je crois que cela correspond, et sans doute Jean Viard le dira-t-il, à une profonde attente de nos concitoyens dans ces nouveaux modes de consommation et que, évidemment, si nous savons saisir cette chance, eh bien, nous redonnons dynamisme à nos commerçants de cœur de ville et à nos centres-villes. Merci. Merci, Madame la Présidente. Philippe, un petit mot, et je pense qu'on a une nouvelle membre du conseil d'administration, Nadjout Belkacem, qui va parler peut-être pour la ville de Dijon, qui est maire adjointe de Dijon. Oui, Pierre. Bon, merci à Bernadette de ses propos. Moi, je trouve que nos propos cet après-midi sont extraordinairement positifs et optimistes. Donc, on en a bien besoin et je pense que nous faisons un travail utile en tenant ces propos, et à la fois sur la forme, mais aussi, évidemment, sur le fond. Donc, merci à Bernadette de son témoignage. Et effectivement, nous donnons la parole maintenant à Nadjoua Beladef. Donc, je ne sais pas où est Nadjoua, je ne la vois pas. Elle est là, je l'ai vue. Elle est là. Ah bon, d'accord. Alors voilà, elle a la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bien sûr, je salue Madame la ministre Jacqueline Gourault, Monsieur le ministre Alain Griset et tous
tous les présidents. Je remercie le président de Centre-Ville en Mouvement et Pierre Creuset de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Et je voulais saluer aussi particulièrement Francis Palombi et Monsieur Jean Viard. Mais je vous salue tous, bien évidemment, dans vos qualifications à tous. Donc la tâche ne va pas être facile puisque j'ai 4 minutes pour un sujet vaste et d'actualité, mais j'ai promis à Pierre Creuset que je respecterai le timing, donc j'y vais. Alors, sur la métropole de Dijon, pour donner l'exemple de Dijon, la croissance du e-commerce, la croissance du e-commerce est de 70% entre 2015 et 2020, avec pour certains 14% de part de marché. Et là, on retrouve ce qui est textile, équipement de la maison, électroménager. Bien sûr, comme tout le monde l'a dit, cette tendance s'est accentuée avec la crise. Et je voulais dire qu'ici, à Dijon, sur nos territoires, on s'était toujours positionné sur ces questions du numérique. Et j'en veux pour preuve, en 2016, d'ailleurs, Centre-Ville en Mouvement a participé à cet événement, puisque nous avions organisé l'opération Centre-Ville Connecté, qui a réuni des centaines d'élus de la France entière qui étaient venus pour vivre une expérience permettant, grâce à une boutique itinérante et technologique en grandeur nature, d'évoquer les changements de comportement d'achat des consommateurs, car comme tout le monde le sait, ce sont des comportements qui ont été enclenchés il y a déjà quelques années et qui se sont accentués, ou en tout cas confirmés avec la crise. Donc l'idée, c'était de voir la géolocalisation, les applis mobiles, les QR codes, les réseaux sociaux, bref, on a pu un parcours d'1 heure et demie, comment avec son smartphone ou avec de la connexion, on arrivait à avoir un vrai parcours client. On a également une filière numérique à Dijon, une filière numérique qui regroupe 350 entreprises et plus de 2500 salariés, dont 2 domaines d'expertise concernent plus particulièrement le commerce, à savoir la food tech, qui allie quand même de la fourche à la fourchette, la question d'alimentation, et la connexion des villes et des bâtiments sur l'espace public. En juin 2018, on a mis en place le Wi-Fi gratuit sur l'ensemble de Dijon Métropole. Et on a organisé en 2019, avec aussi un professeur, mais cette fois c'est Olivier Badeau, enseignant-chercheur à l'ESSEC Europe, une conférence sur le commerce 4.0, qui a mis aussi en évidence un ensemble de choses. Et pour revenir sur ce que disait Alain Griset, effectivement, et la notion de commerce et de gestion de l'espace public, on y voit, nous, un lien. Dijon est une smart city. Nous avons été primés au niveau international sur la question de la gestion connectée de l'espace public, avec un projet qui s'appelle On Dijon et qui, par un poste de pilotage connecté, rassemble l'ensemble des équipements urbains des 23 communes de la métropole et qui place l'open data au cœur du projet. Et effectivement, ce que disait le ministre Griset, c'est qu'on pouvait établir effectivement un lien sur la gestion des flux sur l'espace public et le commerce, qui sont quand même très intéressés au comptage piéton que nous mettons aussi dans toutes les rues de la ville pour avoir des idées de passage et de flux. Bien sûr, comme beaucoup de territoires, on a mis en place une plateforme en ligne, de commerce en ligne, qui s'appelle Shop in Dijon, que nous avons montée avec notre fédération de commerçants locaux. Et je le précise, on a pu financer ça grâce à des plans de revitalisation, notamment Gilets jaunes et peut-être demain Carrefour. Donc, vous voyez, on essaye de trouver aussi les financements qui nous permettent de proposer des outils importants à nos commerçants. Mais ce qu'on constate, c'est quand même, malgré nos efforts, on a encore trop peu de commerçants qui sont en ligne. Il y a beaucoup de raisons à ça, elles ont été évoquées. Déjà parce que la familiarité avec l'outil informatique n'est pas une évidence. N'est pas une évidence et souvent la technicité peut faire peur. Il y a aussi le coût est conséquent. Aujourd'hui, les prix de référencement sont très importants si on veut avoir une visibilité. Et enfin, il y a le temps nécessaire. Et là, je me rapproche de ce que disait M. Palombi. C'est vrai que nos commerçants, souvent nos commerçants indépendants, sont des petits commerçants qui n'ont pas forcément une personne dédiée pour se charger de cette question du numérique. Et le temps est aussi un sujet important. Alors, bien sûr, tout le monde l'a dit, c'est devenu vital, pour reprendre les propos d'un prédécesseur. Effectivement, c'est vital, puisque nous sommes aujourd'hui dans l'omnicanal. On utilise même le figital. Mais je crois qu'au-delà de ces dispositifs, l'acceptation de cet inévitable changement passera par la formation, afin de rendre ce passage au numérique plus facile et plus évident. Je ne souhaite, moi non plus, absolument pas opposer le commerce physique et le e-commerce. Je crois que l'ADN du commerce et de l'artisanat restera le lien physique, notamment pour le commerce de proximité. Nous sommes tous dans des territoires. Et effectivement, le commerce physique, c'est les liens sociaux, c'est la vie tout simplement dans nos quartiers, dans nos centres-villes, mais dans nos quartiers aussi. Et il est indispensable de le maintenir et il sera maintenu. Le commerce de centre-ville, même dans sa diversité, entre
franchises, enseignes, commerces indépendants. C'est aussi un écosystème, c'est de l'animation et c'est même des amitiés qui se créent. Alors, on a pu le constater, je le précise quand même ici à Dijon, je pense que sur d'autres territoires aussi, la solidarité qui a existé entre les non essentiels et les essentiels, si vous me permettez cette phrase malheureuse. Mais en tout cas, on a vu des liens de solidarité entre eux et ce lien se fait physiquement. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que donc pour pouvoir s'adapter à cette diversité de clientèle, il nous faut effectivement offrir les moyens aux commerçants de pouvoir gagner des parts de marché. On a constaté, par exemple, que comme s'il devait y avoir un phasage sur le passage au numérique. Alors, je ne sais pas si d'autres l'ont constaté, mais c'est-à-dire qu'on commence par le click and collect, on fait une page sur Facebook, on y va doucement, mais progressivement, et je crois que il va y avoir un besoin vraiment réel d'accompagner ce passage au numérique pour certains dont ce n'est pas une évidence. D'ailleurs, le plan de relance fait des propositions sur le commerce. Je suis au bout. Sur le commerce et j'entends la proposition des 500 €. Mais ce que je voudrais juste dire rapidement sur les 500 €, est-ce qu'on pourra mutualiser ces sommes, par exemple, dans des fédérations de commerçants qui va permettre d'avoir un outil mieux référencé et plus efficace? Est-ce que cet apport suffira, 500 € après des pertes économiques conséquentes, pour avoir quelque chose de vraie visibilité en ligne? Et enfin, est-ce que ça couvrira les besoins en formation? Qu'est-ce qui est prévu en termes de formation à l'outil numérique? Et je me permettrai de conclure sur un dernier sujet qui est important aussi, c'est la logistique, la livraison du dernier kilomètre. Nous sommes aussi questionnés par énormément, parce que ça va avec le e-commerce, va avec la livraison et les plateformes logistiques. On est tous dans notre territoire questionnés par beaucoup de monde sur ces sujets. On a besoin d'être accompagnés sur le choix. L'essentiel étant, je pense, qu'on ait de manière concomitante des dispositifs qui respectent un cadre environnemental. Voilà, c'est un sujet très important. Je vous remercie. Peut-être qu'effectivement, dans ce que disait le manager de centre-ville pourrait avoir une fléchée sur les questions du numérique. Ce serait super. Merci beaucoup à Pierre. Merci au président Laurent de m'avoir invité pour cette intervention. Et excusez-moi si j'ai dépassé un peu le délai. Merci beaucoup. On va retrouver tout le monde. Je sais que c'est court, mais on va retrouver tout le monde. Merci Nadjoua. Des auditions. Voilà. Peut-être Cécile Barrault. Alors Pierre, maintenant, voilà. Cdiscount. Oui, alors, bonjour. Merci, Cécile Barrault. Voilà. Je ne mets pas la caméra parce que j'ai des petits problèmes de connexion, donc j'espère que vous allez m'entendre jusqu'au bout. Bonjour, Monsieur le ministre, bonjour à tous, Monsieur le Président. Merci de nous avoir invités. C'est vraiment un honneur pour nous de participer à ce lancement et surtout un grand intérêt pour les travaux qui vont venir. Peut-être un petit mot sur Cdiscount. Donc nous sommes pour le coup un pure player, un acteur français né il y a 23 ans à Bordeaux, toujours à Bordeaux d'ailleurs, et qui est passé de distributeur en ligne à marketplace rassemblant 13 000 vendeurs, dont une grande majorité de TPE, PME. Nous participons, nous sommes intégrés à un groupe de commerce physique, le groupe Casino, donc ça fait quand même très longtemps qu'on est convaincu qu'il y a une complémentarité dans les formes de commerce et nous avons d'ailleurs développé des synergies avec les autres enseignes du groupe, que ce soit créer des corners dans des magasins ou des points de retrait. On a vu, ça a été dit, que la crise du Covid a accéléré les usages du numérique qui existaient déjà, qu'elle a mis en lumière la nécessité de renforcer cette complémentarité pour maintenir le commerce physique en temps de confinement, bien sûr, mais aussi parce que le client a pris l'habitude d'acheter sur les deux canaux et il n'y aura pas de retour en arrière à ce niveau-là. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que le numérique est la seule réponse. Le numérique n'apporte pas ce qu'apporte le commerce physique et ça, on en est bien convaincu. Donc, Cdiscount a voulu évidemment apporter sa pierre à cet édifice. Donc, nous avions lancé au début de l'année dernière une vitrine pour le Made in France qui permettait de valoriser le savoir-faire des artisans et des entreprises françaises. Depuis, nous avons renforcé cet aspect-là puisque nous avons un partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et nous avons mis en place des vitrines par région. Et puis, bien sûr, on s'est mobilisé dans l'urgence, un peu comme tout le monde, au moment du premier confinement, avec une offre préférentielle pour les commerçants qui étaient contraints de fermer, avec un abonnement offert, des taux de commission réduits, voire nuls en fonction du type de produit, une offre sans engagement. Et il se trouve qu'au moment du deuxième confinement, on était un peu plus près. Du coup, on est passé à la vitesse supérieure et on a mis en place une vitrine qui était dédiée au commerce de proximité, qui permettait en fait une recherche par localisation pour permettre aux clients de retrouver leur commerce habituel, leur commerce de proximité de centre-ville, avec toujours ces tarifs préférentiels, un abonnement gratuit, une commission à 0% pour le click and collect et toujours sans engagement.
Donc, cette mobilisation, elle nous a justement permis de développer le click and collect. On en a beaucoup parlé et pour vous dire que nous, Cdiscount, on avait commencé à réfléchir à cette question-là il y a quelques années. On avait essayé de lancer ce service avec les commerçants bordelais, puisque Bordeaux est la ville où nous sommes implantés, et ça n'avait pas pris du tout. Il n'y avait pas eu d'appétence à l'époque, c'était il y a 4 ans. Donc là, cette fois-ci, on est reparti sur ce sujet. On a mis en place cette infrastructure. Ça a été une forte mobilisation pour toute l'entreprise, que ce soit le top management ou les équipes opérationnelles qui ont vraiment travaillé dur pour mettre ça en place de façon assez rapide. Et puis, mais bon, pour nous, c'est vraiment important de contribuer à cette sauvegarde du commerce. Nous estimons que nous faisons partie d'un écosystème global, même si nous sommes un pure player. Par exemple, on travaille depuis des années avec les startups en bonne intelligence, sans prédation. Donc, on s'est dit, là, il y a énormément de commerçants qui sont fermés. Nous, on peut contribuer à les aider à se maintenir à flot en mettant justement à leur disposition notre audience et notre référencement. Il faut savoir qu'il y a à peu près un tiers de la population française qui se connecte tous les mois sur le site. Donc, c'était important pour nous de mettre ça à disposition des commerçants. Cette expérience, elle nous a amené à beaucoup renforcer nos dispositifs d'accompagnement des vendeurs, parce que jusqu'à présent, on avait généralement des vendeurs qui étaient plutôt acculturés aux questions du numérique. Et là, on a accueilli sur notre marketplace des commerçants qui parfois n'avaient vraiment aucune connaissance du sujet et qui avaient besoin d'un accompagnement dédié. Donc, on a mis en place une équipe, on a créé des ressources pédagogiques, des webinars, etc. On a aussi monté des partenariats avec des intégrateurs et des agences, des acteurs qui en fait vont faire des diagnostics numériques pour les commerçants, les aider à se connecter à plusieurs marketplaces, les aider à faire des catalogues produits, voire à faire des catalogues produits plus un site internet dédié pour eux. Et on a maintenu en fait nos tarifs préférentiels jusqu'à fin juin. Donc on les a mis en place en octobre et on s'est dit qu'on allait les maintenir parce que déjà on savait qu'il y avait une forte chance pour qu'il y ait une nouvelle vague et aussi parce que c'est un temps long de s'acculturer au numérique, tester une marketplace. Donc même si c'est sans engagement, il fallait que ce soit sur la durée pour que les commerçants puissent vraiment s'approprier l'outil. Donc en fait, bon, vous avez compris, nous on pense que les marketplaces, c'est une solution. Il en existe d'autres évidemment. On a évoqué les marketplaces pour le coup local. Aussi, il y a les présences sur les réseaux sociaux, le fait de créer son propre site internet. En fait, la solution idéale est très différente en fonction des commerçants. Mais nous pensons qu'en tant qu'acteurs français, avec un bon référencement, une audience importante, nous pouvons aussi apporter un accompagnement à certains commerçants, ceux à qui ça convient. Donc, nous serons vraiment heureux, en tout cas, de participer à ces travaux pour apporter notre expérience et puis aussi pour apprendre, évidemment, de tous autour de cette table pour savoir comment nous pouvons améliorer notre accompagnement des commerçants. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Céline Barotto. Et merci d'avoir tenu les 4 minutes. Peut-être Philippe, Jacques Chantillon, notre... Vraiment Jacques, Jacques Chantillon. Début, hein. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les maires. Monsieur le Président, cher Philippe et cher Pierre, je suis vraiment ravi de participer à cette visioconférence parce que depuis plusieurs années, nous sommes très présents à vos côtés parce que le centre-ville, c'est vraiment... la marque de Carte Chanel, de par ce que nous représentons dans un grand nombre de villes. Alors Carte Chanel, c'est un média, c'est un outil de communication, de proximité pour les villes, pour les centres-villes. Nous sommes convaincus, et je suis convaincu que le numérique a un rôle fort à jouer dans le développement de nos territoires. Les collectivités locales, d'ailleurs, je vois qu'il y a l'élu de Dijon qui est présente à l'écran, peuvent profiter de ces nouvelles technologies, comme ça a été fait à Dijon, et de la data, pour favoriser l'essor tout simplement du tissu économique et plus particulièrement de nos centres-villes. C'est pourquoi, pour prendre cet exemple, Carte Chanel, notre objectif c'est d'être à la fois une plateforme pour les marques, et une plateforme d'utilité pour les collectivités, pour atteindre des objectifs tout simples de communication pour le commerce de proximité, mais également pour les artisans, tout en ayant un impact positif sur le monde qui nous entoure. C'est-à-dire sur le monde qui nous entoure, c'est-à-dire le quotidien de nos acteurs, de nos consommateurs dans les centres-villes.
Et tout à l'heure, je disais que ça faisait 6 ans que nous sommes associés aux formidables initiatives de Centre-Ville en Mouvement. Et nous avons pu ainsi prendre le pouls des Français dans les centres-villes de par nos baromètres et de l'évolution et de ce qu'ils attendent. Et c'est parce qu'il se dégage un certain nombre de tendances de par ces baromètres que Carte Channel souhaite vraiment contribuer à l'émergence d'un avenir désirable. Et pour cela, le numérique doit apporter aussi son lot de rupture. Ça nous paraît être quelque chose d'important, de rupture technologique. Et d'ailleurs, je fais un petit parallèle en écoutant tout à l'heure le ministre sur ne pas opposer le numérique du physique. Eh bien, nous, finalement, nous sommes aussi, on parle beaucoup de digital dans notre média chez Carte Channel, et à la fois, nous sommes physiquement très présents dans les villes, de par notre activité mobilier urbain. Et c'est assez intéressant parce que tout simplement, notre média est un média qui doit aussi être plus dynamique, créer plus de proximité entre le client et le commerce. Ça m'a fait penser à quelque chose, je me le suis noté, en disant finalement le smartphone a révolutionné la téléphonie en matière de potentialité, le digital dans la rue, le DOH comme on l'appelle, apporte son lot de services et confère à notre média une autre dimension. Et je pense que c'est cela aussi, comment on peut se projeter dans les 3 à 5 ans aussi, nous, en tant qu'acteurs des villes. Et j'ai peut-être, si j'ai encore un peu de temps, Pierre et Monsieur le Président, j'ai peut-être quelques exemples très concrets. Dans cette période de fin d'année un peu difficile pour les commerces de proximité, notamment à Nîmes, donc on a pris une initiative, c'est de faire en sorte que notre régie publicitaire devienne un outil de communication à part entière, utile et inclusif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a développé, c'est à Nîmes, on a développé un outil qui permettait aux commerces de communiquer sur des écrans de leur choix à proximité de leur enseigne et de réaliser eux-mêmes leur création. Et ça, c'était assez intéressant. Cette plateforme digitale qui a été développée a permis aux commerçants finalement locaux de se faire connaître instantanément auprès d'un grand nombre de leurs clients avec des messages très personnalisés et surtout, et c'est là où il ne peut pas y avoir d'opposition entre le physique et le numérique, et surtout, ça leur a permis de promouvoir leur click and collect très directement. C'est-à-dire que les gens étaient dans la rue et puis ils allaient chercher leurs achats directement chez le commerce. Un deuxième exemple, peut-être pour ne pas être trop long. Jacques, c'est le dernier exemple. Parce que... Oui, d'accord. Nous sommes convaincus que les acteurs de la ville, comme Carte Channel, permettent d'accélérer la transition numérique sur le territoire et nous y sommes prêts. Puis un troisième axe, mais je finis là-dessus, Pierre. On n'a pas le temps de développer, mais je pense que la transition environnementale doit faire partie aussi du numérique dans nos centres-villes. Et nous aussi, j'aurai l'occasion peut-être d'y débattre puisque c'est avec plaisir que je participerai et que nous participerons Carte Channel au livre blanc et c'est des sujets que nous pourrons aborder. Merci cher Président, merci Pierre et à très bientôt à tous. Enfin, je reste là avec vous quand même. Merci beaucoup parce que Jean-Pierre doit partir vers 16h15 donc peut-être Renaud a la parole et merci encore pour ce baromètre qui nous est très utile, ce baromètre des attentes des consommateurs. Philippe? Oui, Renaud, oui. Allez-y, Renaud. Oui, bonjour mesdames et messieurs, mesdames les maires, madame le ministre, monsieur le ministre, et chef de projet et manager de centre-ville. Juste quelques mots pour vous faire part en toute simplicité peut-être de quelques retours d'expérience de l'Observatoire du centre-ville de l'association Centre-ville en Mouvement. Donc, premièrement, premier point sur les plateformes digitales dont on a tous entendu parler, parce que beaucoup d'initiatives de ce côté ont eu lieu et continuent d'avoir lieu. Donc là-dessus, je voudrais juste rappeler peut-être que si ces plateformes digitales sont pertinentes, en revanche, il faut vraiment les intégrer dans un projet global
avec toutes les questions d'animation et de communication. C'est faire une plateforme est facile et coûte pas si cher que ça. En revanche, ce qui va prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail et beaucoup d'argent, c'est le fait de créer du contenu à l'intérieur de cette plateforme pour créer du trafic. Sans contenu, il n'y a pas de trafic. Et sans trafic, cette plateforme sera inutile. Les gens vont aller la voir peut-être une fois, et puis voyant qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre ou à glaner comme information ou comme promotion, ils reviendront peut-être pas 2 fois. Donc, il est important de travailler sur ce contenu et de prévoir les ressources nécessaires en temps homme ou en termes de budget pour créer le contenu avec les commerçants et aussi avec la ville, les services, etc. Il faut donc un accompagnement des commerçants pour créer ce contenu sur l'offre, sur les promotions, sur l'actualité, sur les bons plans, etc. Et cet accompagnement, c'est beaucoup de temps. Il faut savoir que dans les réseaux de franchise et de succursales, en général, on a un conseiller pour 10 magasins. Donc ça donne un peu une idée, si on a 50 ou 100 ou 200 magasins dans le centre-ville, du nombre de personnes qu'il faudrait pour accompagner l'ensemble de ces établissements. Voilà, donc c'est un petit peu comme un tabouret avec 3 pieds. Il y a le pied qui est la plateforme en elle-même, le pied qui est le contenu qui va créer le trafic, et enfin un 3e pied qui est la communication. La communication, c'est les notifications, c'est tout ce qui est marketing digital et qui va venir sur le smartphone des internautes, des habitants, et leur rappeler à l'esprit que cette plateforme existe et qu'il y a des bons plans à faire. Ça, c'est aussi de l'argent, c'est aussi des moyens, donc il faut aussi l'intégrer. Si on n'a pas cette vision d'ensemble, si on n'a pas prévu les ressources qui vont avec la plateforme, honnêtement, ça peut être de l'argent gaspillé par les fenêtres parce qu'on n'aura pas les résultats que l'on attend. 2e point, retour d'expérience sur la migration possible du flux vers Internet quittant les magasins physiques. Je crois qu'on n'est pas là dans une association pour le commerce, on est dans une association pour les centres-villes, la redynamisation des centres-villes. Les commerces font partie de ce centre-ville. Si les gens se déshabituent avec Internet à aller dans les magasins physiques parce qu'on leur simplifie tellement la tâche qu'ils n'ont plus besoin de payer de parking, ils se font livrer chez eux, etc. Imaginons le pire, c'est que petit à petit, l'attrait des centres-villes est remis en question. Le fait d'aller dans un commerce et de passer par le parking, de prendre du temps, etc., devient peut-être une corvée. Et à ce moment-là, par rapport à la solution de l'alternative Internet, à ce moment-là, ça peut nuire à l'attractivité du centre-ville et sa fréquentation. Donc il est important de vraiment, ça a été dit déjà à plusieurs reprises, de travailler dans cette synergie entre physique et virtuel, de façon à ce que l'outil numérique viennent au service des commerces physiques en termes de visibilité, de promotion, de communication, mais en aucun cas se substituent au magasin. Parce que peut-être que les pure players sont bien là-dedans parce que c'est leur modèle économique, peut-être que certaines grandes surfaces en périphérie pourraient éventuellement migrer vers de l'entrepôt et puis faire les ventes uniquement en ligne, mais le centre-ville, lui, a besoin des commerces physiques parce qu'il participe, ces commerces, de l'attractivité du centre-ville. C'est un écosystème, et sans ces magasins, il y a moins d'animation, moins de lumière, etc. Donc il est important que le numérique vienne au service d'une stratégie de fréquentation physique, en apportant des facilités, de la visibilité, de la communication, mais ne vienne pas, petit à petit, déshabituer les gens à aller dans le centre-ville. Voilà, je voudrais juste finir, Pierre, parce que je pense que le temps, pour moi aussi, là, arrive à la fin. Juste pour dire que il y a aussi pas mal d'initiatives où le numérique est utilisé comme un moyen de mesure et de compréhension des flux et des clients. Je ne vais pas le développer là, mais ce n'est pas forcément toujours au sens de la communication, d'un outil de communication que le numérique et le digital peuvent être utiles. C'est aussi des très bons moyens pour flécher le client, pour comprendre d'où il vient, qui il est, quand il vient, etc. etc. Donc ce sont aussi des techniques qui sont très intéressantes pour peut-être préciser, objectiver la stratégie du projet de territoire. Voilà. Je voudrais dire que nous allons organiser au sein de l'Observatoire 3 rencontres régionales, une rencontre en PACA, donc sur le thème du numérique, dans le cadre du printemps du numérique organisé par l'association, donc en PACA avec l'association d'urbanisme du Pays d'Aix et puis d'autres partenaires. Une que nous allons réaliser dans les Hauts-de-France avec la ville de Valenciennes et puis son adjoint, donc M. Kivier Rezzo, qui est un ancien élu de la Chambre de commerce et expert dans tous ces domaines-là, pour toute la région Hauts-de-France. Et enfin, dans la Nouvelle-Aquitaine, avec évidemment Manacom, et puis comme aux manettes, un des membres de l'Observatoire qui est donc Didier Célebrin, qui est manager de centre-ville à la ville de Pau. Donc ces 3 événements se feront dans les 3-4 semaines qui viennent, dans le cadre du printemps du numérique, et permettront de développer un petit peu plus les témoignages et les bonnes pratiques du numérique pour la gestion de centre-ville. Merci. Merci beaucoup, Renaud. Merci. Et Renaud est président de l'Observatoire de la gestion de centre-ville que Centre-ville en mouvement anime. Voilà. Merci.
Allez, merci, Philippe merci en tout cas. Merci en tout cas, Renaud, d'avoir à nouveau souligné cette multifonctionnalité des centres-villes et que si un des éléments de ces fonctions manque ou fait défaut, eh bien c'est tout le centre-ville qui est mis en question, que ce soit pour les équipements culturels ou pour les commerces ou pour les artisans ou pour les cafés-restaurants. Enfin tout ça, voilà, c'est un équilibre. Un centre-ville, c'est un équilibre extrêmement subtil. Donc toutes les composantes évidemment ont de l'importance. Alors je passe tout de suite la parole à Jean Viard, que nous avons la chance d'avoir en grand témoin pour qu'il nous fasse part de ses réflexions à partir de tous ces témoignages très rapides. Vous avez vu que Pierre Creuset, c'est un vrai maître de la parole, voilà, et maître des horloges, Creuset. Et donc nous entendons maintenant avec grand intérêt, donc Jean Viard. Merci à vous en tout cas d'être là, cher Jean. Ah, là il y a le micro. Faut mettre le micro. Voilà, normalement, bon, c'est bon? C'est bon. Bon, voilà, excusez-moi. Non, je disais que vous me flattez trop. Non, je vais faire quelques remarques, si vous voulez. Je trouve très intéressant ce qu'on a entendu, les points de vue différents et tout. Moi, je vous dirais plusieurs choses. D'abord, je crois qu'il faut faire attention. La société change à une vitesse extraordinaire avec cette pandémie. En ce moment, on voit les malades, les vaccins, la mort, tout ça. Bon, c'est tout à fait normal. Mais le monde est en train de changer. Et les attentes des populations vont être brutalement différentes. Je vous le dis parce que, si vous voulez, quand 5 milliards d'hommes s'enferment chez eux, dans l'histoire du monde, c'était jamais arrivé. Donc je dis ça parce que toutes les tendances vont être accélérées. Les tendances de respect de l'intime, les tendances de livraison, les tendances de l'écologie, etc. Au fond, on bascule d'un monde à un autre. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire. Et alors, bien sûr, moi j'avais ouvert à la Caisse des dépôts la logique de réflexion sur les petites villes il y a quelques années. Donc tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, pour le dire en termes un peu pour faire formule, on était déjà à la fin de la société industrielle. D'ailleurs, on parlait déjà de société post-industrielle. Là, on a basculé dans une société numérique et écologique. Je veux dire, non pas du parti écologique, mais le réchauffement climatique est devenu la première préoccupation des gens, le nucléaire est redevenu à la mode alors qu'il ne l'était pas, etc. Donc, on a basculé dans un autre monde et tout le monde va se dire, il y a 4,5 millions de Français qui veulent changer de vie. 4,5 millions. Alors, changer de vie, ça peut être sous la couette, ça peut être déménager. Il y a des dizaines de milliers de gens qui déménagent. Si vous regardez le prix du foncier, si vous êtes placé sur une carte, vous le voyez très bien. Ça peut être de démissionner, ça peut être de dire mon boulot n'a aucun sens. Il y en a aussi, malheureusement, qui sont plus pauvres, qui sont effectivement, qui vont être licenciés, etc. Mais ce n'est qu'une partie. Et puis, il y a surtout tous ceux, prenez les gilets jaunes. En gros, on leur avait dit, votre modèle, la petite maison périurbaine avec 2 diesels pas isolés, c'est nul. Et les mecs s'étaient révoltés. Ben, aujourd'hui, qui est le mieux? Le mec qui a un petit jardin en périurbain, le type dans ses 40 mètres carrés au centre de Paris. Donc, vous voyez, il y a ceux qui se sont déplacés, et puis ceux dont la valeur, le choix a été revalorisé. C'est le cas des petites villes. C'est pour ça que c'est important. C'est le cas de la province. Paris a déjà perdu 59 000 habitants ces 10 dernières années. Mais ce n'est que le début d'un processus. Non pas la fin des métropoles, comme cœur de la création des modèles modernes. Il y a 200 métropoles qui captent la création. Mais on n'est pas obligé d'y habiter. Et donc, la métropole, c'est comme la mine. Pensez mine. Il y a 8 mines en France. Disons 10 parce que j'ai décidé d'être gentil. Mais par contre, les gens, ils veulent habiter à 1 heure et demie de ça. Et au fond, c'est ça qu'il faut se représenter. Ça va s'accélérer, si vous voulez. Au fond, donc on change de modèle de production. Je crois qu'on était déjà en train de changer. On sort des sociétés industrielles, c'est très important. Donc, du coup, les objets vont être de plus en plus petits. Et du coup, au fond, hier, on voulait être moderne. Vous savez, hier, on voulait toujours un bâtiment moderne, un objet moderne, une robe moderne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Un ordinateur hyper moderne et un petit smartphone. Mais après, par la fenêtre, qu'est-ce qu'on veut voir? Une ville ancienne, de la campagne, des arbres. Justement parce que la modernité, elle est dans le micro-technique. Et donc, ça bouleverse tout. Et je crois qu'il faut se dire ça. Après, une fois que j'ai dit ça, deuxième idée, où est-ce qu'on a du lien dans ces sociétés? On l'a bien vu. Il y a des époques, pour lutter contre une pandémie, on interdisait les églises. Parce que c'était là que les gens se liaient. Après, les gens, ils se sont liés où? Dans la politique. Les partis, les syndicats, les quartiers rouges, les manifestations, tout ça. Mais tout ça, ça n'existe quasiment plus. D'ailleurs, les gens ne vont plus voter, ce qui renvoie à une autre question qui est complexe, mais ce n'est pas le sujet. Ils se lient où, les gens? Ils se lient dans le temps libre. Ils se lient dans les vacances, le loisir, la vie culturelle, le shopping, passer, etc. Et donc, c'est là où est le lien. Et donc, on a cassé ce lien parce que c'est le cœur des sociétés modernes, même s'il est profondément pas démocratique. Je vous rappelle quand même que ce lien du temps libre est très inégalitaire et que c'est un élément essentiel de la société de demain. Donc,
C'est ça qu'il faut bien se dire. Et donc le monde demain, et en plus une dernière remarque là-dessus, les territoires ne sont pas les mêmes. Pendant la pandémie, on a vu des territoires différents. Le monde, on va dire vraiment rural, là où il y a 60% du sol, 53% du sol arable et 25-30% de forêt. Il y a 80% de la France qui se reconnaît bien dans ces communes et ces petits bourgs et ces petites villes. Bon. Il y a les grandes métropoles, là on est vers la ville du quart d'heure, donc c'est un autre modèle. Mais entre les deux, il y a deux modèles. Il y a le modèle, je vais être caricatural, gilet jaune, c'est-à-dire des gens des campagnes qui allaient travailler dans les villes, qui faisaient des grands trajets, ou les gens des 16 millions de maisons avec jardin qu'on a construits. Ces gens sont asocialisés, ils ne votent pas, ils n'habitent pas une commune, ils ont acheté un terrain à une distance d'un rond-point. Ils n'ont pas dit j'habite à tel ou tel endroit. La crise des gilets jaunes, ils ont fait de ronds-points leur lieu politique symbolique. C'est bien parce qu'ils n'ont pas de territoire de citoyenneté, de territoire de commun et de territoire de projet. Donc là, toutes nos politiques les ratent, ces gens-là. Mais excusez-moi, ils sont majoritaires. Après, il y a la deuxième ville, où là, vous êtes plein dedans, qui marche bien. J'allais dire, si je suis un peu mochant, c'est la ville du télétravailleur bobo, ville de résidence secondaire, à patrimoine. Ça marche très bien. Prenez Bourg, prenez Mortagne-en-Perche, ou prenez Dijon, par exemple, qui est une des villes qui va, puisque madame le maire adjoint est là. Donc, là, on voit ça très bien. Prenez Saumur, prenez Draguignan, prenez Arras, donc il y en a partout. Bon, et ça, c'est quoi? C'est au fond du télétravailleur bobo. Au fond, qu'est-ce que c'est le télétravail? Moi, c'est la livraison à domicile. C'est exactement comme Amazon. Amazon, c'est 20 millions de Français sont connectés sur Amazon en 2020. 20 millions. Et depuis très longtemps, on pouvait se faire livrer une pizza. Mais on ne pouvait pas se faire livrer un livre, on ne pouvait pas se faire livrer un médicament. Et qu'est-ce que c'est que cette société? Moi, j'ai ouvert le congrès des pharmaciens, je leur ai dit, mais Amazon est en train d'acheter des pharmacies. Et dans 2-3 ans, je vais vous entendre hurler parce qu'on va commander chez Amazon. Mais pourquoi c'est pas vous qui livrez? Alors bien sûr, il faut que je sois client. On se connaît, on se voit, on s'aime, j'allais dire. Mais ça ne m'empêche pas, je ne retourne pas chercher mon médicament. Quand je connais mon libraire, j'y vais, il n'a pas le livre, soit je l'ai commandé par Internet, soit il me l'envoie. Pourquoi il faut que je retourne? Vous voyez, il faut penser le local et la livraison. Il faut penser le télétravail et l'entreprise. Mais le télétravail et l'entreprise, ça peut être loin. Le local et la livraison aussi. Moi, j'avais travaillé au Luxembourg et c'était passionnant de voir les commerçants du centre-ville qui réduisaient leur surface dans la ville, mais ils gardaient leur adresse. Ils avaient un deuxième lieu à l'extérieur pour faire les livraisons et les expéditions. C'est-à-dire c'était le dédoublement de l'entreprise et ce qui comptait, c'était l'adresse, évidemment, parce que l'adresse, elle a une valeur internationale. Vous prenez Mola à Bordeaux, mais ils vendent énormément de livres à Paris. Parce qu'à Paris, c'est très chic d'avoir commandé ces livres, c'est Mola à Bordeaux qui est la plus belle librairie de France. Vous voyez, il y a toutes ces connexions entre le proche et le lointain, toutes ces stratégies. Voilà. On n'a pas trop de temps. Mais je veux vous dire, on est face à une vague d'attente des gens qui va être brutale. On a tous fait des progrès énormes. Regardez comme on est devenu compétent en numérique. Regardez cette séance. Enfin, excusez-moi, il y a 2 ans, la plupart d'entre nous ne savaient pas se servir de ces outils-là. C'est vrai à l'intérieur des familles. On a pris l'habitude de voir papy, mamie, etc. On va lui montrer le bulletin de notes maintenant. Bon, donc, on a une compétence numérique qu'on n'avait pas il y a 2 ans. Elle est, je pense, devenue extraordinaire. Les commerçants étaient en retard. Bon, c'est pas vous que je vais le dire, vous l'avez dit plusieurs fois, mais eux aussi, ils ont progressé. C'est pareil pour l'agriculture. Regardez comment l'agriculture de proximité se développe, les AMAP, etc. C'est la même chose, la vente du numérique. Voilà. Donc, je voudrais vous dire ça, c'est-à-dire, le monde change à une vitesse extraordinaire. Tous les projets qu'on a faits depuis des années vont être bousculés. Et il y a 2 manières de les bousculer. Soit par la révolte, c'est-à-dire gilet jaune puissance 10. C'est le modèle assez probable, mais on peut l'éviter. Mais reconnaissons qu'on était déjà très fort. Rappelez-vous les agressions sur les Champs-Élysées. Rappelez-vous la destruction du centre de Bordeaux. Donc je veux dire, on est là face à des violences qui sont là et qui vont être le désir de l'égalité. Ou à l'inverse, les gens vont se dire, ah ben t'as vu, le monde a changé. La règle pour le télétravail, ça a changé. Ils ont en fait compris que le gros problème de la ville, c'est la livraison. Ben évidemment, 20% des véhicules en ville font de la livraison. Mais quand est-ce qu'on va faire des politiques? Pourquoi est-ce qu'on peut faire de la livraison avec des voitures qui ne soient pas électriques? Je ne comprends même pas que ça soit encore possible. Ça m'est étranger. Pourquoi est-ce qu'il y a des taxis qui ne sont pas électriques? On est là, j'allais dire, excusez-moi, mais les gens, souvent, qu'est-ce qu'ils font dans les milieux populaires? Ils achètent massivement des beaux diesels parce que les prix ont baissé. Vous allez vous trouver avec des milieux populaires équipés de diesels extrêmement solides, inusables. Et dans 2 ans, vous dites, ah non, tu veux aller à Paris? Ben non, mon chéri, tu ne peux pas l'utiliser. Excusez-moi, les gilets jaunes à côté, c'était des bébés. Et par contre, les taxis, la livraison, tout ça. Mais bien sûr que c'est au cœur de là on peut progresser. Voilà. Je voulais vous dire ça rapidement. Et puis une dernière chose. Le lieu central de demain, c'est le tiers-lieu. Je veux dire, dans le local, les gens, ils veulent local et livraison. Mais dans le local, alors bien sûr, il y a le marché, il y a le collège, il y a les rues anciennes, il y a les vieilles églises, bon, tout ça, tout ce qu'on aime. Mais le tiers-lieu, c'est la maison du peuple de demain. Le tiers-lieu, il devrait y avoir 10 000 tiers-lieux, je me tue à le dire, créés dans l'année que les gens... Il y a des dizaines de milliers de gens qui déménagent. Il y a des dizaines de milliers de gens qui rêvent, des centaines...
il y a 60% des gens qui peuvent faire au moins un jour de télétravail par semaine. Il y en a 40% qui peuvent faire 3 jours par semaine. Je ne dis pas qu'ils le feront tous. Il y en a plein qui vont d'ailleurs se battre pour aller dans leur entreprise. Parce que les patrons, ça les arrange. Hausse de la productivité 22%, diminution des surfaces de bureau. On voit bien comment on va dire non, non, tu restes chez toi. Mais les gens, ils n'ont pas envie de rester chez eux. Ils n'ont pas envie de travailler dans la maison. Ils ont envie de travailler à côté de la maison. Et ils ont envie d'avoir des copains de boulot qui ne soient pas des copains d'entreprise. Et en gros, c'est les mêmes qu'à la sortie du collège, les mêmes qu'au marché. Et voilà, on drague, on parle, on y mange dans un tiers-lieu, on y fait de la formation des jeunes. On peut y mettre une maison du service public. Moi, j'ai créé un tiers-lieu en Bretagne pour voir comme ça passe chez un sociologue expérimental. Avec 50 copains, on a acheté un hôtel, on est en train de le transformer en tiers-lieu à Pont-l'Abbé. C'est incroyable, on est déjà à 80. Il y a 30 personnes qui sont venues nous amener de l'argent, etc. On leur demande chacun, on met tous chacun 5 ou 10 000 euros. Mais c'est passionnant de voir comment ça marche. Les gens arrivent, il y en a qui disent, j'ai quitté Paris, je me suis installé là, est-ce que je peux avoir un bureau, comment ça fonctionne, etc. Si j'ai une dernière recommandation, décidez partout de créer dans l'année un tiers-lieu, dans un lieu patrimonial, pas dans une banlieue, dans un lieu qui soit chargé d'histoire, de mémoire. Le tiers-lieu, c'est le numérique dans la mémoire du territoire, et si possible, sur la grande place de la petite ville. Et si vous créez 10 000 tiers-lieux, il y en a 1800 en France, il y en a 54% en Île-de-France. Donnez-vous l'objectif, 10 000 tiers-lieux dans l'année. Et du coup, vous allez créer un hub, y compris si vous y faites de la formation pour les jeunes, et si vous permettez au milieu populaire de venir y faire leurs papiers pour la sécu, pour le chômage, c'est-à-dire qu'on y ait des fonctionnaires publics, en Bretagne, c'est ce qu'on nous a proposé, qui viennent effectivement pour que les gens qui ne savent pas, je vous rappelle que 10% des Français ne savent pas lire, ou pas lire couramment, sans compter ceux qui ne sont pas allés sur Internet. Donc, le tiers-lieu, c'est tout ça, avec une présence des artistes, avec une présence de la création, avec des peintres qui décorent les murs, etc. Mais si vous créez 10 000 tiers-lieux, la plupart sont privés ou associatifs, mais ils peuvent être, comme en Bretagne, on s'est mis à 70, des fois c'est la mairie, des fois c'est associatif, des fois il y a des chaînes de tiers-lieux qui sont en train de se faire, ça peut dépendre des territoires et des modèles économiques, mais vraiment pour moi, c'est l'objet de sortie de crise du territoire, c'est le tiers-lieu. Merci. Oui, merci à Jean Viard. Tout à l'heure, j'ai parlé des composantes du centre-ville, et en effet, il a raison, le tiers-lieu est aussi est devenu maintenant une des composantes du centre-ville, en effet. Et j'en ai l'expérience dans ma propre commune. Voilà. Et c'est vrai que ce sont des lieux qui, on ne sait pas très bien ce que ça va devenir toujours, mais en réalité, ce sont les gens eux-mêmes qui prennent des initiatives. Ça donne une capacité à prendre des initiatives. En tout cas, merci à Jean Viard de ce témoignage. Alors Jean Viard, il est toujours très dynamique et toujours plein de force. Et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Et donc merci en tout cas de ce témoignage. Alors peut-être, est-ce qu'on a le temps, Pierre, d'avoir quelques échanges Alors, moi, ou est-ce que c'est pas conçu comme ça? Pierre, c'est passionnant, hein, c'était vraiment passionnant. Moi, ce que je propose, c'est que on puisse continuer pour ceux qui peuvent rester, et puis ceux qui ne peuvent pas rester, restent pas. Alors, j'ai vu qu'il y avait plein de questions également sur le chat, sur les tweets. Si tu es d'accord, Monsieur le Président, c'est qu'on continue. Je pense que Jean Viard nous a donné plein de pistes également. Les tiers-lieux, c'est très important. C'est très important pour nos collectivités. Renaud Sorlarguin, qui est le président de l'Observatoire national sur la gestion de centre-ville, me dit très souvent aussi que les tiers-lieux sont indispensables, et aujourd'hui c'est indispensable. Alors peut-être qu'on peut lancer le débat. Est-ce que tu veux dire un petit mot, parce que je sais que tu dois partir bientôt? Non, je peux rester encore un moment. Non, d'abord je veux remercier toutes celles et tous ceux qui sont intervenus jusqu'à maintenant. Enfin, ça a été extrêmement riche, hein, donc vous avez été tenus de regrouper vos propos, donc c'est très riche et il y a beaucoup à dire par rapport à tout ce que vous avez formulé, mais tout ceci est enregistré naturellement et sera évidemment mis à disposition, hein, Pierre. Donc on peut revenir, la mémoire en tout cas reste, et encore une fois, il s'agit de lancer, là nous lançons en fait un mois de débat, une quarantaine de réunions pour aboutir aux universités de printemps qui ont lieu dans un mois. Hein. Je crois que c'est le 20 mai, Pierre, c'est ça, hein? Alors, Monsieur le Président, juste, on vient de faire évoluer la date
à prêter conseil, etc., parce qu'il y avait la crise sanitaire et ça vient. Et tu as bien fait de nous mettre en garde par rapport à tout ça. Donc la date, mais vous le savez de façon confidentielle, hein, parce que ça sera officiel demain, change avec les régionales, etc., etc. Donc on sera au 6 et 7 juillet pour les universités d'été du centre-ville et du commerce. Voilà. Et ça va être un moment très fort parce qu'on sera en plein déconfinement et je pense qu'il va faire un temps magnifique. Bon, donc c'est plus les universités de printemps, ce sont les universités d'été. Exactement. Hein, mais le rapport sera rendu vers le 20 mai, le livre blanc. Donc ça prend en compte une quarantaine d'auditions. Chacune des personnes qui ont pris la parole aujourd'hui, et c'est vrai que c'était passionnant comme tu le disais, pourront et sont auditionnés, plus une trentaine à 35 personnes. D'accord. Voilà. Moi, ce que je propose, c'est que peut-être qu'on réagisse parce que sur tous les propos, qui souhaite peut-être prendre la parole ou est-ce que, Constant, vous pouvez nous faire une synthèse des questions qui ont été posées? Moi, j'aimerais bien prendre la parole, si c'est possible. Mais bon, tu me dis, Pierre. Alors, oui, Jean-Pierre Lenman. Voilà. Oui, bonjour à tous. Merci de cette réunion qui a été particulièrement intéressante. Effectivement, nous sommes acteurs de terrain et donc on fait remonter toutes les informations qui nous arrivent de nos 700 ou 800 villes qui sont adhérentes chez nous en France de toute taille. Et on a mis en place, on a vu se mettre en place effectivement, je reviens un petit peu sur le début de la séance, ces places de marché qui sont mises en place, très souvent à l'initiative des maires d'ailleurs, et donc on les remercie parce qu'il y a eu un très très gros effort des maires qui a été pour soutenir partout le commerce des centre-ville. Et notre credo de départ, travailler tous autour du maire, chef d'orchestre, qu'on soit chambre consulaire, qu'on soit association de commerçants, qu'on soit manager de centre-ville, c'est vraiment ensemble qu'on peut concevoir le projet de centre-ville de demain. Et effectivement, je reviens sur deux choses. La difficulté qu'ont rencontré toutes les plateformes de e-commerce aujourd'hui, ça a été évoqué par Renaud Sor-Lareguin, là, et je le partage à 100%. Relativement partout, c'est relativement un échec, parfois à grands frais, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il a raison, il y a un énorme travail avant de lancer une plateforme de formation, d'information, d'accompagnement des commerçants au quotidien pour leur tenir la main. Tous les projets collectifs que l'on peut faire, que ce soit des cartes de fidélité ou autres, sur un cœur de ville, et plus la ville est grande, plus c'est compliqué, tous ces projets-là nécessitent un accompagnement. Donc des moyens lourds, des moyens humains et financiers très lourds pour arriver à ce que ces projets collectifs, plateformes, cartes de fidélité ou autres, soient acceptés par le consommateur et consultés par le consommateur. Ça n'a pas été toujours mis en place, quasiment jamais d'ailleurs, parce qu'on n'a pas anticipé tout ça et on ne lance pas une plateforme de e-commerce comme ça du jour au lendemain. Nous-mêmes, nous avons des produits de ce type-là. Je refuse à certaines de nos villes qui nous le demandent de les mettre en place en leur disant vous n'êtes pas prêts. Quand vous serez prêts, effectivement, avec tous les moyens humains et financiers, pour le lancer, à ce moment-là, on le fera. La plateforme elle-même, elle coûte quasiment rien. Hein, c'est le travail d'accompagnement qui va être totalement indispensable. Je partage aussi tout à fait l'analyse de Jean-Pierre, qu'on apprécie tous, hein, et donc qui connaît le terrain comme personne. Il a parlé du changement de société et autres. Moi, je voulais simplement parler du changement de l'habitude des consommateurs. C'est au quotidien chacun d'entre nous modifie sa... Comme il y a pas mal de questions, il faut juste qu'on... Voilà, on essaie de faire... Là-dessus, sur l'évolution des modes de comportement des consommateurs, je vois par exemple chacun d'entre nous, aujourd'hui dans le textile, dans l'habillement, dans les tas de choses, dans le meuble, on loue, on troque, on échange.
Il y a toutes sortes de formules. On économise, on fait durer, on consomme durable, on consomme près de chez soi. Tout ça est à prendre en compte dans le fonctionnement d'un cœur de ville futur de demain, en dehors de tout ce qui a été dit par ailleurs. Et donc, on est obligé de faire aussi évoluer le commerçant de base vers d'autres formules de vente dans son point de vente. Et il peut mettre des espaces de location à côté de son espace de vente en direct ou autre. 1000 choses. Bon, on n'a pas le temps de tout détailler là-dedans, bien sûr, mais en tous les cas, nous, on est un recueil d'expériences qui nous enrichit au quotidien et on essaye d'en faire profiter tout le réseau. Et moi, je suis à la disposition de Pierre Creuset et toute notre équipe et à la disposition de tous les acteurs et ministres et autres pour en parler avec eux de nos retours d'expérience, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, hein, qui ont pu se faire ici ou là dans les centres-villes. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre qui est président des vitrines de France. Alors, il y a le président Claudel qui est notre représentant de la CCI France, du président Gauguet, qui veut prendre la parole, Philippe Laurent. Vous avez la parole. Oui, monsieur, merci, monsieur Creuset, merci beaucoup. Je voudrais saluer donc bien sûr les ministres, le président Laurent et bien sûr Jean Viard, que je connais bien aussi, qui est intervenu souvent pour les CCI, avec toujours des très belles interventions. Oui, je voulais vous dire que les CCI sont quand même là et ont fait un gros travail dès le début du premier confinement notamment, hein, avec une aide sur les collectivités, avec beaucoup de sensibilisation aux commerçants, hein, notamment sur la numérisation, puisque les deux axes principaux aujourd'hui dont travaillent les CCI France, c'est sur le numérique et le digital, et également sur la transition écologique. Donc là, nous avons fait sensibiliser à peu près plus de 35 000 commerçants, notamment ceux qui ont été fermés pour raisons administratives, hein, puisque il n'y avait pas le choix. Donc derrière, nous avons aussi eu des contacts avec les maires, où là, on avait 250 collectivités locales, où on était là avec un peu le bras armé, parce qu'ils étaient un peu démunis, c'est vrai. Et aujourd'hui, beaucoup de choses se sont accélérées par rapport à la numérisation. Et c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure plusieurs personnes, comme l'ont dit plusieurs personnes, c'est vrai que le problème, ce n'était pas de créer une plateforme, et c'était bien d'aller voir les commerçants pour les aider à préparer leur site et pouvoir se mettre et pouvoir être référencés. Donc c'est vrai que c'était très compliqué. Mais voilà, bon, après, nous avons aujourd'hui des diagnostics qui sont faits également pour pouvoir accompagner les commerçants qui sont en difficulté aussi, et puis derrière, pouvoir pérenniser leur commerce, hein, pouvoir essayer de le faire. Bon, comme l'a dit tout à l'heure une personne, c'est vrai qu'il faut également savoir qu'il faut des moyens. Ce n'est pas le tout de sensibiliser les gens. Et de leur dire qu'il faut faire une plateforme. Faut faire, bon, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, l'histoire des 3 pieds du tabouret me plaît bien. Et c'est vrai que derrière, il faut absolument que les plateformes soient gérées, connues, marketées, et puis avoir derrière du contenu. Je vais vous donner l'exemple des Vosges, puisque je suis quand même le président des Vosges. Et on a créé une plateforme qui s'appelle locapi.fr. On a plus de 1000 commerçants dessus. Et c'est vrai qu'on a dû embaucher une personne qui gère cette plateforme absolument sans arrêt pour pouvoir donner du contenu, pouvoir continuer. Et nos collaborateurs de la CCI vont voir les commerçants physiquement pour les aider à changer leurs photos, à changer tout le contenu de leur site pour qu'ils soient présents. Et ça fonctionne. Alors, c'est sûr, dans période de crise, c'est plus facile. Je veux dire, tout le monde est sensible, hein, puisqu'ils sont fermés, il faut bien travailler ça. Moi, mon gros souci, et là j'en appelle au gouvernement, c'est vraiment de dire comment on pérennise derrière ces solutions. Donc il faut vraiment bien avoir ça en tête, parce que le plan de relance, c'est bien, mais il faut des moyens financiers, des moyens humains. Et nous sommes là pour les collectivités, les EPCI, les maires. Bon, n'hésitez pas, et franchement, souvent, on fait du bon travail ensemble. Le collectif, tous les acteurs ensemble, aussi bien les départements, les régions, parce que les régions aussi ont des moyens et on peut travailler également avec les régions. On l'a vu là pour nous, par exemple, dans le Grand Est, où il y a des montants assez corrects pour les commerçants, jusqu'à 5 à 6 000 euros pour qu'ils puissent investir. Et derrière, nous, on les accompagne
physiquement aussi, pour leur mettre la digitalisation en marche. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je ne vais pas être trop long, j'ai plein de choses à dire, mais ça reviendra. N'hésitez pas. Mais surtout, pensez bien que les chambres consulaires sont là. Dans notre plateforme, on a également mis la chambre d'agriculture dont les producteurs ont pu mettre leurs produits. Ça fonctionne très bien également. Hein, n'hésitez pas, vous verrez, ça marche. Voilà, désolé, Merci, merci Monsieur le Président. Peut-être, Président Philippe Laurent, peut-être en 2 minutes, alors 2 minutes, peut-être Daniel Patier, parce que c'est vrai qu'on travaille depuis le début sur le dernier kilomètre, on en a beaucoup parlé, la livraison c'est indispensable aujourd'hui. Donc si Daniel, je vous ai vu tout à l'heure, est-ce que vous pouvez prendre la parole? Oui, vous m'entendez? Daniel. On vous entend très bien. Ah non, là on vous entend plus. Parce que vous n'avez pas allumé votre micro. Voilà. C'est au milieu, dans la petite... vous passez vous m'entendez là? Voilà, très bien. Oui. Je bouge plus, d'accord? Ouais. Okay. Vous m'entendez? Donc, si vous voulez, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé aujourd'hui, c'est que tout ce qui a été dit autour de cette modification de comportement, à la fois en matière de comportement individuel, des habitudes d'achat, des styles de production, puis de l'origine des produits, etc., on voit bien qu'effectivement, c'est une vraie révolution et que malgré toutes les attentes qu'on avait, nous, depuis le temps qu'on parle de ces problématiques d'approvisionnement des villes, on voit bien qu'il y avait un grand retard, en fait, à prendre ça en considération. Et quand j'entends maintenant parler à nouveau comme M. Via, par exemple, qui explique, en fait, comment ça s'est produit, en fait, tous ces systèmes un peu complexes avec les gens qui sont partis d'abord en périphérie et qui maintenant repartent encore plus loin à la campagne, ils vont attendre tous ces gens-là des produits qu'ils avaient dans les grandes villes et qu'il va falloir retrouver aussi dans les petites villes. Donc l'intérêt en fait de toutes ces démarches aussi, c'est de rendre aussi performant le numérique, le commerce dans ces petits villages où les commerces ont des fois disparus. Donc il y a un gros travail à faire en fait pour accueillir ces nouvelles populations parce qu'elles vont venir avec de nouvelles exigences et avec des habitudes aussi. Alors, je suis ravie aussi de voir qu'on a enfin parlé de la livraison, puisque effectivement, vous avez bien vu que ce soit le commerce avec tout ce qui s'est passé en ce moment, ce qui a le plus été perturbant, c'est bien évidemment cette rupture d'approvisionnement que l'on a eue et qui était liée effectivement au manque d'espace de proximité près des villes. Et c'est ce qu'on a dit, ce que vous avez tous dit là tout à l'heure, c'est qu'il faut bien forcément qu'il y ait des endroits où on puisse retirer ses colis ou qu'on puisse entreposer et ne pas dépendre de la Chine où ça va arriver directement sur des grandes surfaces et le jour où il y a un problème, on n'a plus rien. Donc c'est vraiment recentrer sur ce qu'on a déjà dit dans le dernier observatoire, c'est favoriser le local, comme vous avez tous développé aujourd'hui, le local, la proximité et surtout l'intégration en fait dans une politique urbaine d'aménagement. C'est-à-dire qu'il va falloir aussi trouver des lieux où on peut faciliter justement ces approvisionnements. Et là, je vous donnerai un exemple. Il y a Bayonne qui est toujours en avance sur toutes les petites villes de France, qui vient de créer quelque chose d'extraordinaire en quelques jours pendant le confinement. Plus personne ne pouvait s'approvisionner. Ils ont mis à disposition la ville, à disposition un local. Ils ont fait venir tous les producteurs locaux qui ont mutualisé l'espace, qui ont mutualisé les déplacements des marchandises pour que les habitants de la ville puissent être alimentés au quotidien. Et là, ils l'ont déjà pérennisé, donc je vous donnerai la façon dont, enfin le montage qu'ils ont fait pour y arriver. Et je pense que ça, il faut que ça se développe un petit peu partout dans la périphérie des villes en particulier. Et c'est parfait, Daniel. Merci beaucoup. Et j'ai vu que la ville de Bayonne était présente également. On a une question de Philippe de la ville de Cagnes-sur-Mer. Cagnes, est-ce que... Oui, bonjour. Attends, j'essaie de mettre ma caméra. Est-ce que vous me voyez?
Parfait. Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs. Merci de me céder la parole, madame, monsieur le ministre et mesdames, messieurs les élus. Donc, je me présente Karine Papy, je suis déléguée à l'économie à Cagnes-sur-Mer, donc dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes. Tout d'abord, merci pour cette conférence parce que beaucoup d'informations, un petit peu de frustration parce que certains sujets méritent véritablement d'être développés, mais bien évidemment, on n'a pas le temps. Ceci étant dit, merci beaucoup, c'est très intéressant. Alors, juste pour vous notifier que nous, à Cagnes-sur-Mer, on a un maire qui est particulièrement attaché à son commerce de proximité. Nous avons d'ores et déjà un manager en centre-ville depuis plusieurs années. Nous finançons la Fédération des commerçants pour pouvoir développer une web market. Donc aujourd'hui, elle est en ligne depuis plusieurs mois. Et surtout, nous avons d'ores et déjà recruté un community manager commerce qui a plusieurs fonctions et j'ai vu que ces fonctions sont à plusieurs reprises, plusieurs sujets des nécessités sur le terrain, sur le centre-ville ont été évoqués, notamment la proximité, le terrain, aller voir les commerçants. Donc, cette personne va voir les commerçants, déjà d'une part. Ensuite, elle les aide, elle les accompagne sur la digitalisation, sur notamment les dossiers de financement, pour qu'ils puissent avoir accès aux aides nationales, régionales et locales. Et enfin, nous faisons de la formation aussi pour que nos commerçants, nos artisans, nos petites entreprises puissent maîtriser les outils numériques. Voilà, je tenais quand même à le notifier. On essaie d'être actifs, petite ville de 50 000, mais on essaie de porter notre pierre à l'édifice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être que Philippe, tu vas clôturer peut-être le débat parce que… Hein? Bah, écoutez, j'ai regardé en effet le chat et il y a énormément d'interventions sur le chat. Je pense qu'il faut que nous gardions aussi la mémoire de ces interventions hein, sur le chat, Pierre, pour la suite. Bien sûr, d'accord. Non, je crois que nous pouvons en effet clôturer, sinon le sujet, mais enfin en tout cas cette rencontre. Merci à toutes et à tous de votre participation. Je crois que c'était évidemment très dense hein, et donc la présence en plus des deux ministres en début de réunion montre bien donc l'importance qu'a pu prendre notre association dans le paysage. Et je crois qu'en réalité, je remercie toutes celles et tous ceux qui étaient là. Je vois Jean-Claude Delorme, Daniel Patier, Bernadette Laclé, évidemment Pierre Creuset et beaucoup d'autres que je ne vois pas forcément sur ma mosaïque. Alban, oui, mais c'est Pierre Creuset, toute l'équipe, évidemment. Et donc, je crois que ce travail est… Bon, de temps en temps, il faut quand même dire les choses, qu'on a fait du bon travail depuis donc ces 15 années et que donc nous continuons sur cette lancée avec une reconnaissance forte de tous les acteurs. Et voilà, donc je pense que nous sommes vraiment à un carrefour intéressant pour tout le monde qui permet d'avancer. Je retiens aussi les propos de Jean Viard hein, qui a bien insisté sur l'évolution forte, sur le changement hein, même à la fois de contexte mais aussi de comportement de nos concitoyens. Moi, je reste convaincu que de toute façon, l'homme est un animal social et que donc par conséquent, le besoin de lien social sera toujours évidemment essentiel. On ne conçoit pas que nous soyons chacun dans notre petit bureau, notre petit appartement, et puis connectés uniquement en visio. Là, ça va parce que bon, c'est temporaire. Peut-être ça continuera la visio. On en fera un petit peu de temps en temps. Mais franchement, s'il s'agit de vivre comme ça, moi, c'est pas pour moi. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Donc, merci à tous, merci à toutes et à tous. Et puis donc, rendez-vous pour notre. Alors, on vous dira comment on fait là pour l'université. Si on fait un événement pour remettre le rapport, je pense qu'il faudrait qu'on le remette avant peut-être l'université d'été, du coup le rapport, hein, puisqu'on avait prévu en mai. Donc, je crois qu'il faudra qu'on le fasse quand même, parce que je pense que là aussi, nos interlocuteurs sont aussi en attente et il faut continuer à. Il ne faut pas ralentir le mouvement. Voilà, mon cher Pierre, chers amis. Vraiment, un grand merci à vous tous d'avoir été présents. Un grand merci à toute l'équipe, à Constant, à Charles-Antoine, à Alban évidemment et Morgane, qu'on connaît tous, parce qu'on a encore monté ça un peu de main de maître en 15 jours et c'est important, voilà,
parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une demande de plus importante des élus et qu'on a réagi aussi par rapport à ce dernier confinement et de voir quels étaient les outils et qu'est-ce que demain cette crise apportera, parce qu'il y a des choses évidemment négatives, mais il y a beaucoup de choses qui, comme l'a dit Jean-Viard, qu'on va regarder différemment. Merci beaucoup à tous. Alors, en 2 mots, donc, il y aura pendant tout le mois là, une quarantaine d'auditions, peut-être un peu plus parce qu'on a pas mal de demandes. L'ensemble des auditions seront enregistrées, mis sur le site internet www.grandecausenationale.fr. Donc, il y a un petit tiret entre chaque. Et voilà, ainsi que les vidéos. Et puis, on va voir, comme le dit le président, pour rapport aux ministres concernés, je pense que nous allons faire également un événement pour remettre le rapport et ça vous permettra également de poser des questions qui sont légitimes par rapport à tout ce qui va être dit et au contenu très important qui va avoir, qui va être donné lors de ces auditions et de ces événements, parce que Renaud nous a parlé de 3 événements, mais n'hésitez pas, si vous souhaitez également faire des événements dans vos villes, comme Jacqueline Gourault l'a dit, la ministre, il faut aussi interroger des consommateurs, donc n'hésitez pas et on est preneur de tout. Voilà, donc merci à tous, merci à tous ces intervenants et comme le disait le président, c'était hyper intéressant, très intéressant. Philippe, je te laisse clôturer. Eh bien, donc bonne fin de journée à tous et merci. Merci. Voilà, et merci à l'équipe d'organisation.